Avec Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On n'est pas surpris évidemment que ça bloque toujours à l'ONU, mais là on imaginait qu'avec les réactions internationales cette semaine qui étaient plutôt favorables à Israël, il y avait une chance que cette résolution condamnant ces frappes visant Israël soit votée. C'est pas le cas. Ce qui rappelle ce qu'est devenu l'ONU. Bon, évidemment, ça a été bloqué par le Koweït qui se trouve temporairement au Conseil de sécurité. Mais le fait qu'il y ait une tentative de condamner Israël pour ses répliques, mais pas de condamner le Hamas pour avoir initié les tirs, ça veut tout dire sur ce qu'est devenu l'ONU. Je rappelle que cette semaine, outre le Conseil de sécurité, la Syrie a été nommée présidente de la commission de désarmement. La Syrie qui a utilisé des armes chimiques contre ses propres civils et qui ne s'est pas désarmée de ses armes chimiques en dépit de la promesse de la Russie il y a 3 ans. Et après que la Syrie de Bachar Assad a été nommée présidente de la commission du désarmement, elle a été chaudement félicitée par des pays comme l'Irak, comme l'Iran, comme la Corée du Nord et comme la Russie qui l'ont félicitée pour son élection et pour son expertise, je cite, en termes de désarmement. Donc c'est ça l'ONU aujourd'hui, c'est une véritable farce. Heureusement encore qu'il y a les membres permanents du Conseil de sécurité avec leur droit de veto qui limitent un peu le ridicule. Et encore, c'est vrai que finalement, au-delà du symbolique, ça change pas grand-chose dans les faits. Que peut faire Israël, que peuvent faire les États-Unis, au-delà de l'indignation qu'on a pu entendre ces derniers mois? Est-ce qu'il y a été question parfois de quitter les organes onusiens? Est-ce que ça va être le cas? Alors, l'ONU, c'est un vieux problème, parce que c'est une organisation qui a été fondée par les alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui, avec le temps, a été finalement reprise par des gouvernements qui sont devenus des dictatures. Il y a eu le phénomène de la décolonisation. Malheureusement, beaucoup de pays qui sont devenus indépendants n'étaient pas des démocraties, se sont alignés avec l'Union soviétique. Donc pendant la guerre froide, l'ONU est devenue l'otage finalement de la guerre froide et également du conflit israélo-arabe où finalement les pays arabes ont utilisé l'ONU pour faire de la propagande contre Israël. Donc le phénomène n'est pas nouveau. Le problème, c'est que les États-Unis, du fait de la taille de leur produit intérieur brut, financent 22% du budget de l'ONU. C'était 25% il y a encore quelques années. Et donc, sous l'administration Reagan, les États-Unis avaient menacé tout simplement avaient cessé de financer. Alors ça avait beaucoup aidé pour limiter un peu la politisation de l'ONU. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est véritablement de la part des États-Unis, c'est d'abord avoir un discours très clair, qui est celui de Michele au Conseil de sécurité. Ça, c'est très important. Et quand il y a des débordements, comme au soi-disant Conseil des droits de l'homme, là aussi, ou à l'UNESCO, certaines agences où il y a vraiment des débordements énormes, il faut quitter l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme, etc. Bon, évidemment, on va pas quitter l'ONU complètement. Il faut quand même qu'on soit au Conseil de sécurité pour les États-Unis et pour les grandes puissances. Mais lorsqu'il y a trop de débordements dans les agences, il faut quitter. Et quand c'est les États-Unis qui quittent, ils quittent avec un quart du budget. Et là, je peux vous dire que ça calme un peu les débordements politiques, la récupération politique des agences de l'ONU. Donc c'est ce qu'a fait les États-Unis à l'UNESCO, c'est ce qu'ils devraient faire, je pense, au Conseil des droits de l'homme, au soi-disant Conseil des droits de l'homme. Un dernier mot sur les condamnations qui sont venues quand même cette semaine. On a vu qu'Israël avait compté quand même sur un soutien assez unanime de la part notamment des pays européens, des Occidentaux, suite à ce qui s'est passé à Gaza. Est-ce que là-dessus, Israël peut capitaliser quelque chose de ses soutiens, pour une fois, n'ont pas été en faveur des Palestiniens? Vous savez, lorsque Israël, d'abord, s'est défendu de ces soi-disant manifestations, ce n'étaient pas des manifestations, c'était des tentatives de Hamas de faire des attentats en Israël et de briser la frontière, et qu'il y a eu des victimes que le Hamas voulait. Israël s'est fait condamner de façon très violente par la communauté internationale, en Europe en particulier, pas seulement. Et lorsque Israël, en revanche, reçoit des missiles du Hamas, dont un qui est tombé dans un jardin d'enfants, là, effectivement, on a le soutien de beaucoup de pays. Mais vous savez, comme disait Golda Meir, nous préférons vos condamnations à vos condoléances. Israël se défend, et quand cela ne plaît pas, tant pis, Israël agit dans le droit. Je vous rappelle que quand même Israël a fait hier 65 frappes aérienne dans la bande de Gaza, qui est la zone la plus densément peuplée au monde, et n'a pas fait une seule victime civile. Je mets à défi tous les membres de l'OTAN de nous montrer, lorsqu'ils se sont battus en Irak et en Afghanistan, est-ce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de précision? Non. Personne n'a félicité Israël là-dessus, donc Israël n'a de leçons à recevoir de personne là-dessus. S'ils veulent nous combattre, nous condamner lorsqu'on se défend, c'est leur problème. Comme disait Golda Meir, on préfère vos condamnations à vos condoléances. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.